Bonjour à tous, comme tous les vendredis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons peu, parlons mode, émission 100% tendance, mode, inspiration. C'est parti, sommaire. L'actualité de la semaine, c'est la collection Aïe de Nîmes, lancée par le géant espagnol Mango. Une collection qui met le jean 100% éco-responsable à l'honneur. Et ça, c'est plutôt positif pour la mode qui compte parmi les industries les plus polluantes au monde. On tire cette semaine le portrait de Karl Lagerfeld, le visionnaire de la mode. Un style de génie et une personnalité qui nous manque cruellement. On revient sur sa carrière étincelante. Dans la rubrique iconique, on remonte le fil de l'histoire du sac Kelly. Conçu par la maison Hermès, il a été propulsé au rang des hit bags, et ce, grâce à la princesse Grace. Notre influenceuse de la semaine, c'est Mathilda Djerf, jeune suédoise très stylée, amoureuse de basique et de vintage. Elle a lancé sa propre marque l'an dernier, une marque responsable en tout point de vue. On en parle en fin d'émission. Dans l'actualité de la semaine, on parle de Aïe de Nîmes, la collection de jeans éco-responsables lancée par Mango. La mode, on le sait, est malheureusement parmi les industries les plus polluantes au monde. Création de matières synthétiques ou même élevage pour récupérer la peau ou la laine, teinture chimique pour colorer les vêtements, transport longue distance, production de masse. Même une fois achetés, vos vêtements continuent à polluer car il faut bien les laver, le plus souvent en machine, et comme la plupart de nos vêtements sont en matière synthétique, des tas de microfibres se retrouvent dans l'eau, sans compter les colorants qui en dégorgent et les matières et microparticules contenues dans la lessive. Et même lorsque l'on s'en débarrasse, s'ils ne sont pas donnés, vendus ou recyclés, les vêtements sont alors jetés et ils encombrent les ordures et les centres de tri. Honnêtement, je me sens hyper mal là. Quand on y pense, c'est vraiment pas très glorieux. Depuis des années, les marques travaillent sur cette question en essayant justement de concevoir des collections moins polluantes et en usant de stratégies pour réduire leur impact environnemental. Mais ça reste très difficile à faire, surtout dans une société où la mode vit au rythme des tendances qui sont renouvelées à chaque saison, voire plusieurs fois par saison. Dans ce contexte, Mango lance Aïe de Nîmes, une collection de pièces en jean, éco-responsable à 100% pour les femmes et à 98% pour les hommes. Une belle initiative mise en valeur par une campagne aux valeurs très contemporaines, puisque 6 personnalités en vogue ont été choisies pour incarner cette collection. On retrouve artistes, danseuses, mannequins, créateurs, designers, et notamment Indira Scott, Brett Robinson ou encore Lua Balua qui posent habillés en Aïe de Nîmes. Donc si vous voulez acheter un jean éco-responsable cette saison, filez chez Mango. On est nombreux à dire que c'était le pape, le surdoué, le visionnaire, l'alien de la mode. On parle aujourd'hui de Karl Lagerfeld. Honnêtement, je pense qu'on pourrait lui dédier un Parlons peu, parlons mode entier, tant sa carrière a été riche, sa carrière et son œuvre, puisque c'est un artiste, on peut carrément parler d'œuvre. Il a été grand couturier, oui, mais il a aussi été photographe, éditeur, designer, réalisateur et bien sûr dessinateur. Et toutes ces casquettes, finalement, il les a endossées au-delà du monde de la mode. Karl, c'était le touche-à-tout et le plus incroyable, c'est qu'il était vraiment talentueux en tout. Tout ce qu'il entreprenait, en fait, était une réussite. C'est un peu le Michel-Ange de notre époque. Bref, aujourd'hui, on va quand même essayer de se focaliser sur les grandes lignes de sa carrière dans la mode. Je ne dirai pas sa date de naissance parce que vous le savez, c'était un petit peu tabou chez Karl. De toute manière, l'âge, on s'en fout puisque Karl est éternel. Issu de la bourgeoisie allemande, il est attiré très tôt par l'art et tout ce qui est beau en général. Sa mère était elle-même fan de haute couture. C'est un petit garçon très intelligent et c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre Le mystère Lagerfeld de Laurent Allen Caron aux éditions Fayard. On voit en fait qu'à son époque, il n'a pas un comportement qui est censé être celui d'un petit garçon de son âge. Il sort du lot en fait, il est différent, clairement ça se voit, ça se sent. Dans les années 50, il s'installe à Paris avec sa mère où il étudiera puis deviendra illustrateur de mode. En 54, il remporte le fameux concours du secrétariat international de la laine et il le remporte ex aequo avec Yves Saint Laurent, notre très cher Yves. Et puis tiens, qui c'est qui se trouve dans le jury ? Eh ben c'est Pierre.
Pierre Balmain. Celui-ci va remarquer Karl et va en faire son assistant. C'est le début d'une très belle, très brillante, très longue carrière. Karl Lagerfeld va rapidement décider de mener une carrière de styliste indépendant. Autrement dit, il va honorer des contrats en créant des collections chez différentes maisons et il va faire du prêt-à-porter de luxe son domaine de prédilection. Il travaillera pour Chloé pendant 20 ans et pour Fendi pendant plus de 30 ans, il me semble. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit le fameux logo Fendi avec les deux F entrelacés. Bien sûr, l'empreinte Lagerfeld est surtout relevée chez Chanel, une maison qui l'a complètement transformé et remis au goût du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il arrive chez Chanel en 1983, la marque est sous l'eau, en pleine détresse. Il faut sauver le soldat Chanel. La marque tombe en décrépitude totale. Incroyable, mais vrai, puisque la marque est en fait ringardisée par d'autres maisons, beaucoup plus modernes, et Chanel frôle le dépôt de bilan. Il faut donc réinstaller Chanel dans l'air du temps, et c'est Carlito qui va s'en charger. Il est nommé directeur artistique pour l'ensemble des collections, haute couture, prêt-à-porter, accessoires, et la stratégie de Karl est simple. On prend une égérie fraîche, dans l'air du temps, moderne et très parisienne, en la personne de Inès de la Fressange. Il réactualise le vestiaire Chanel avec des matières et des pièces plus tendances, tout en conservant les grandes lignes esthétiques de la maison. Le tout médiatisé à coups de Vanessa Paradis, muse historique de la maison, de campagnes publicitaires dingues, de défilés grandioses avec des décors de cinéma, des publicités aux airs de films hollywoodiens, et Chanel redevient la maison de luxe à la française par excellence. Il crée parallèlement sa propre marque éponyme, Karl Lagerfeld, et son visage de profil sera le logo. Je vous épargne toutes les petites histoires de revente, vente, réachat des différentes marques qu'il va créer. Je vous épargne aussi les petits déboires judiciaires avec l'administration fiscale. Tout ça, c'est pas beau, c'est pas esthétique, on n'en parle pas dans Parlons peu, parlons mode, ok? Même s'il a eu quelques petits soucis, c'est vrai, son talent est récompensé à plusieurs reprises par le milieu de la mode. En 1986, il est récompensé par le D d'or de la maison Chanel. En 91, par le prix international du Conseil des créateurs de mode américain. En 96, par le prix culturel de la Société allemande de photographie. En 2002, par le prix Geoffrey Beene du Conseil des créateurs de mode américain. Il est aussi reconnu par les institutions nationale, allemande et française, l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne, dont il sera fait officier en 1985, et de la Légion d'honneur, dont il sera fait commandeur en 2010. Karl, c'est un pan entier du patrimoine de la mode, en termes de mode et d'art d'ailleurs, puisque les deux sont liés. C'était un homme très cultivé, fin lecteur. On raconte que sa bibliothèque personnelle était composée de plus de 300 000 livres. C'est énorme. Et sa personnalité était tellement unique qu'il a finalement marqué son époque. Je suis presque désolée de dire tout ça parce que vu sa personnalité, je pense pas qu'il aurait aimé être qualifié comme ça. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir des vidéos, des interviews de lui parce que rien que dans sa façon de s'exprimer, c'était quelqu'un. Il avait une façon de tourner ses phrases, une façon de jouer avec les mots. C'était incroyable. C'était le couturier superstar. Il a transcendé son époque en étant plus qu'une personne. Il était un personnage, mais tout en étant lui-même. C'était donc quelqu'un de contraste, quelqu'un de paradoxal. Tout est absolument fascinant en lui, sans compter son look, hors norme. Nous, on le connaît avec son uniforme, ses lunettes, son catogan, ses cols montants, ses mitaines, ses bagues, ses cravates avec des beaux bijoux et bien sûr tout le temps du noir et blanc. Une allure rock mais très élégante. On kiffe. Ce que j'aime, c'est qu'il a fait entrer du luxe partout, en fait. Il a créé une collection avec H&M, il a habillé la bouteille Coca-Cola, et puis il était aussi capable d'autodérision, puisqu'il a fait quand même, il a contribué à une campagne pour la sécurité routière pour mettre le gilet jaune, d'où la fameuse phrase « c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Et puis bon, Karl, c'était un boulimique de travail. Il créait sans cesse, il lisait sans cesse, il se cultivait sans cesse, il était toujours à la pointe, il adorait la technologie. Il était toujours à l'affût, toujours créateur de nouveautés en fait, et même précurseur en tout. Il ne pensait qu'à demain. Bref, comme je l'ai dit, c'était un visionnaire. RIP, tu nous manques, Karl.
Notre pièce iconique de la semaine, c'est l'un des sacs les plus emblématiques de la maison Hermès, le sac Kelly. Il faut savoir que le nom d'origine de ce sac était sac de voyage à courroie pour dames, et par la suite c'est devenu sac à dépêche pour dames. Parce que le sac en question était un peu une innovation pour l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il fallait concevoir un sac à main suffisamment grand pour que les femmes puissent mettre tout ce dont elles avaient besoin dedans, mais assez plat pour qu'il puisse rentrer dans la portière d'une voiture. Alors attention, je vous parle de ça, on est dans les années 30. Du coup, les voitures de l'époque n'ont pas du tout la même dégaine qu'aujourd'hui. L'espace à l'intérieur de l'habitacle est pas du tout pensé de la même façon qu'aujourd'hui. Il est beaucoup moins abouti, d'où la nécessité d'avoir un sac qui puisse s'adapter à cet environnement-là. Ce sac de voyage à courroie pour dames, il est créé en 1935 et c'est en fait l'évolution logique de plusieurs sacs qui ont été créés auparavant par la maison Hermès. On a eu un petit peu plus tôt le sac Torpedo qui épousait carrément la calandre d'une voiture. C'était un sac qui a été d'ailleurs conçu en collaboration avec Bugatti. Et encore avant, on a eu le sac haut à courroie qui était en fait un grand sac qui servait à ranger les bottes et la selle des cavaliers puisque on se déplaçait à cheval. Petite parenthèse, depuis tout à l'heure, on parle de courroie et il s'agit en fait des deux languettes qui se superposent sur un piston lui-même fermé par un cadenas et tout ça en fait ça sert de fermeture au sac. C'est un peu cette fermeture qui est emblématique du sac Kelly. Alors justement, pourquoi on a renommé ce sac le sac Kelly ? Eh bien c'est grâce à Grace Kelly. Elle-même, elle va tomber amoureuse de ce sac grâce à Alfred Hitchcock. Parce qu'en 1954, Alfred Hitchcock propose à sa costumière et à son actrice fétiche Grace Kelly de se rendre à Paris chez Hermès pour se fournir en accessoires qui vont figurer dans son futur film, La main au collet. Et l'histoire raconte que c'est lors de ce voyage que Grace Kelly va tomber amoureuse de ce sac. Ça va devenir son sac fétiche, elle va le porter à plusieurs reprises, elle va être photographiée à plusieurs reprises avec ce sac à main et toutes les nanas fortunées de la planète vont se rendre chez Hermès et vont demander au comptoir le sac Kelly. C'est pourquoi le sac sera rebaptisé Kelly. Comme chaque pièce emblématique d'une maison, le sac fera l'objet d'explorations stylistiques sans fin. Plusieurs versions seront ainsi créées, différents coloris, différentes matières, différents accessoires pour habiller ce sac. Alors chez Hermès, au niveau des sacs, il y a souvent une petite guéguerre, enfin plutôt une rivalité entre le Kelly et le Birkin. Perso, moi je suis plus Team Kelly. J'adore le Birkin aussi, mais je le trouve un petit peu plus casual, avec de gros guillemets bien sûr, parce que quand on est chez Hermès, même si on est casual, on reste très chic, très élégant, très classe. Mais voilà, j'ai une légère préférence pour le Kelly. D'ailleurs, on vient de parler du sac Birkin, mais pourquoi Birkin ? Je pense que vous avez une petite idée sur la question. Ça fera l'objet d'une autre rubrique iconique. On parle d'une influenceuse que j'adore, qui est hyper originale dans son genre, trop mimi, c'est Matilda Djerf. Alors je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un nom suédois, puisqu'elle est suédoise. D-J-E-R-F, Djerf, je ne sais pas. Je la trouve originale parce que souvent quand je vous parle d'influenceuses, on peut trouver des similitudes entre certaines influenceuses. Il y a souvent des équivalents, si vous voulez, en termes de personnalité ou de style. Des équivalents de Matilda Djerf, je n'en ai pas trouvé. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce que je serais ravie de découvrir d'autres filles de ce style. Elle incarne tout ce que j'aime en termes de beauté. Elle est blonde, vous connaissez mon amour pour le blond, alors que je suis très brune. Elle est hyper mate de peau, elle a un teint super bronzé, super doré. Moi qui suis normalement très très blanche. Et puis elle a aussi, il faut le dire, un corps sublime qui sort des standards habituels. Et quand je dis standard, faudrait plutôt dire qu'il sort de ce qu'on voit habituellement sur Instagram. Vous savez, on voit souvent ces nanas hyper longilignes, souvent refaites, accros à la salle de sport et au jus détox. Bon bah Matilda Djerf, c'est pas ça du tout en fait. Matilda, elle est très généreuse parce qu'elle se montre telle qu'elle est. Du moins j'espère. Elle ne nous dupe pas. On peut vraiment s'identifier à elle puisque elle se rapproche des corps standards en fait. Et puis c'est une fille qui est hyper naturelle quoi. Elle se maquille très très peu, quasiment jamais d'ailleurs je crois. Et elle a un style très
minimaliste. Et puis j'aime aussi beaucoup sa façon d'être. Elle est très californienne dans l'âme. D'ailleurs ses voyages en Californie l'ont beaucoup marqué d'après ce qu'elle nous dit dans ses vidéos, dans ses vlogs. Elle a la Californie dans la peau au sens propre du terme puisqu'elle est tatouée, elle a un soleil sur le poignet. Il me semble aussi qu'elle a une vague sur les côtes et elle a le mot Californie dans le creux du coude. Ce qui a fait un petit peu sa renommée sur les réseaux sociaux, c'est ses cheveux. Comme Negin Mirsalei, dont on a parlé dans des épisodes précédents, Mathilda Djerf, c'est un peu le hair girl. On veut toutes avoir sa crinière de rêve. Le pire, c'est qu'elle le dit elle-même, elle fait pas grand-chose pour ses cheveux. Certes, elle les entretient avec des bons produits, mais après voilà quoi, elle les laisse vivre. Elle fait un petit peu de fer de temps en temps, mais ça a pas l'air d'être non plus très sophistiqué dans son approche capillaire, ce qui fait qu'elle a toujours un résultat très naturel et c'est juste sublime. Bon, je pense que voilà, encore une fois, elle a un très bon capital de départ en termes de cheveux. Elle en a beaucoup et voilà, ils sont très blonds, wavy, tout ce qu'on aime. Les gens aussi kiffent ses bangs. Donc elle a souvent une frange un petit peu rideau comme ça. Ça fait très Brigitte Bardot. C'est sublime. Niveau style, là encore, je suis une fan absolue et très honnêtement, j'aimerais pouvoir m'habiller comme elle. Elle a un look assez minimaliste, mais son secret réside dans le choix des pièces. Elle est pas du tout dans la tendance. Elle, ce qu'elle aime, c'est les pièces bien coupées et de très bonne qualité. Elle associe souvent ces pièces-là avec d'autres un petit peu plus vintage qu'elle aime chiner. Ce qui a pour effet en fait de donner un look intemporel. Et ça, c'est juste génial. J'aime beaucoup moi sa façon de voir la mode. D'ailleurs, elle a créé sa marque l'an dernier qui s'appelle Djerf Avenue et sa marque reflète complètement sa philosophie mode. Toutes les pièces de ses collections sont pensées pour être intemporelles et pour aller ensemble, pour pas avoir à se prendre la tête « Oh là là, mais qu'est-ce que j'associe avec tel pantalon, avec telle chemise ?» Et elles sont produites de façon éthique au Portugal, pays qui répond aux normes européennes, donc qui respecte ses employés. Les collections sont limitées pour éviter la production de masse. Le packaging est entièrement composé de matériaux recyclés. Les matières utilisées pour tailler les vêtements sont respectueuses de l'environnement. Et tout ce que je viens de vous dire est clairement exposé sur son site parce que la marque se veut complètement transparente. Et puis très important aussi, les mannequins qui posent pour elle sont des filles lambda, des filles comme nous. On a des filles rondes, on a des filles skinny, on a des filles petites, des filles grandes. On voit de la cellulite, on voit des rougeurs, on voit des boutons, des imperfections. Alors que non, c'est pas des imperfections, c'est la vie quoi. Franchement, moi je dis chapeau, ça manque des marques comme ça. De plus en plus il y en a et c'est génial, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais restez sur ma chaîne, il y a plein de vidéos à découvrir, ne serait-ce que des PPPM ou des vlogs. Très important, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je sors du contenu. C'est tous les jours sur ma chaîne, donc profitez-en. Et surtout, likez et commentez mes vidéos. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, sérieusement, ça m'aide vraiment à faire vivre ma chaîne, c'est hyper important pour moi. Pour le moment, on est 34 abonnés sur ma chaîne YouTube et 99 sur Instagram. C'est triste, non? On s'ennuie un peu? On est tout seul là. Ça me ferait très plaisir de pouvoir partager ma passion avec plus de monde. Donc n'hésitez pas à parler de Pamela Cobson autour de vous. Vous pouvez aussi retrouver quotidiennement mes looks sur Instagram. Et bien sûr, je mets régulièrement à jour mon blog pamelacobson.fr. Merci d'être là, merci d'être fidèle. Je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous, des bisous masqués. Et je vous dis à très bientôt ou à tout de suite sur ma chaîne. Bisous!